Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle toujours du droit avec la compréhension de ce qu'on pourrait avoir par rapport aux lois et aux règlements. Nous sommes avec Monsieur Lionel Rodrigue Glito. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes juriste. Merci d'avoir une fois encore accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. D'accord. Alors, parlons des lois, justement. Que peut-on comprendre par une loi? Merci. Je souligne d'entrée de jeu qu'une expression latine dit Nemo sensetur ignorare legem, nul n'est censé ignorer la loi. Ouais. Donc vous faites bien déjà d'aller loin pour qu'on puisse quand même pénétrer ce que c'est qu'une loi dans un jargon beaucoup plus juridique. D'accord. Une loi, c'est l'ensemble des dispositions normatives écrites d'origine parlementaire ayant un caractère général, obligatoire et impersonnel. C'est déjà une définition simple qu'on peut retenir de la loi. D'accord. Alors, quand vous donnez la définition, vous parlez de trois caractères. Oui. Obligatoire, c'est ça? Général, Général et et impersonnel. impersonnel. Alors, caractère obligatoire, que peut-on entendre par là? Obligatoire parce que la loi s'impose à tout le monde. Elle a une force, elle est assortie de contraintes. Vous n'avez pas à réfléchir, vous n'avez pas à trop contourner, vous ne pouvez que vous soumettre à la loi. Voilà. Impersonnel, la loi ne distingue pas une frange de la population et dit que telle personne ne pourra pas subir telle sanction. Donc la loi est impersonnelle effectivement. Ça ne distingue pas des personnes en fonction du au détriment social ou voilà en fonction du statut. voilà c'est ça, c'est bien ça. D'accord, d'accord. Alors c'est bien, vous avez parlé de la loi. Maintenant, quand on prend une loi, comment est-ce que ça naît une loi? Beaucoup nous suivent et ont envie de savoir comment naît une loi, par quel procédé une loi peut naître. Merci pour cette question. Le processus de naissance d'une loi est plus ou moins complexe. Comme ça, comme on l'enseigne tout le temps dans les universités, je pourrais le dire de façon très ramassée. La loi émane soit du gouvernement ou soit d'un député ou des parlementaires. Et donc, l'initiative, quand elle émane du gouvernement, on parlera de projet de loi. Et quand l'initiative émane des députés ou d'un député, on parlera de proposition de loi. Et donc, que ce soit projet de loi ou proposition de loi, ça nécessite un traitement spécial au Parlement, spécialement dans ce qu'on appelle la commission des lois. La commission des lois traite, y étudie que le projet ou la proposition de loi, finit cette étape, fait passer ce projet ou cette proposition en plénière et s'ensuit le vote. Et donc, dès que cette proposition ou ce projet est voté et adopté, on ira maintenant ensuite au contrôle de conformité à la Constitution. Et donc, le président de l'Assemblée nationale transmet ce projet ou cette proposition déjà adoptée aux membres de la Cour constitutionnelle. Et donc, les membres de la Cour constitutionnelle examinent, voient la régularité, du moins la conformité par rapport à la Constitution elle-même. Dès que la Cour constitutionnelle valide et donne son OK, et dit que voilà, ce projet ou cette proposition est conforme à la Constitution, l'étape qui suit, c'est la promulgation. Le chef de l'État fait un acte fort pour promulguer cette loi. Après la promulgation de cette loi, il y a la dernière étape qui est l'étape de la publication de la loi au journal officiel. Et dès qu'elle est publiée, naît en ce moment l'expression « nul n'est censé ignorer la loi ». Donc, de façon très brève, voilà les différentes étapes de naissance d'une loi. D'accord. Alors, vous l'avez dit, c'est une expression latine. On reviendra tout à l'heure sur d'autres compréhensions qu'on pourrait avoir de cela. Mais est-ce que quand la loi suit tout le processus et arrive au niveau du chef de l'État, est-ce qu'il peut arriver ou est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un chef de l'État décide de ne pas la promulguer pour des raisons qui lui sont propres ou pour des raisons qui sont contenues dans la loi? Non.
le chef de l'État, une fois que la loi a été déclarée conforme à la Constitution, doit la promulguer. Vous pouvez parler des incidents, des diverses interruptions, parce que ça ne manque pas. Si éventuellement les députés finissaient l'étape de l'adoption et envoient à la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle y déclarait éventuellement la loi non conforme, les députés sont obligés de reprendre et de faire remarquer, d'accepter les observations, d'accepter ou de corriger les articles qui sont déclarés contraires à la Constitution et renvoient à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a, en ce moment, si elle juge que ça obéit à ce qu'elle a demandé, elle donne son quitus pour dire, voilà, c'est conforme à la Constitution, et ensuite le chef de l'État promulgue. Il y a cependant une spécificité. Au niveau des lois, il faut distinguer. Il y a un cas où la loi n'est jamais une initiative des députés. C'est le cas de ce qu'on appelle les lois de finances. Les lois de finances, vous savez, c'est la politique générale du gouvernement qui est en place, le chef de l'État qui est élu, c'est lui qui a un mandat, c'est lui qui sait comment il veut développer son pays, c'est lui qui exécute son action gouvernementale. Et donc, les lois de finances constituent à elles seules ce type de loi qui émane du gouvernement. Donc, c'est un projet de loi de finances. Et donc, là, vous avez vu entre-temps que on a connu dans ce pays des lois de finances qui n'ont pas été adoptées. Et donc, pour contourner, puisqu'il s'agit d'une loi de finances, une loi qui donne l'économie, qui fait remonter, qui fait bouger l'économie. Et donc, en ce moment, le chef de l'État a aussi cette prérogative qui lui est décernée par la Constitution au fin de prendre une ordonnance pour très rapidement le faire, parce que du 31 décembre au plus tard, si on ne vote pas une loi de finances ou si on ne la prend pas par ordonnance, le pays sera économiquement à terre. Voilà, donc il faut distinguer ça. D'accord. Quand vous parlez d'ordonnance que le chef de l'État peut prendre, c'est codifié par quel article? C'est disposé par quel article de notre Constitution? Notre nouvelle Constitution a disposé en son article, je crois, 68, 68 si je ne me trompe, il faut que je le précise, l'ordonnance. Et l'ordonnance est donc d'ordre réglementaire. L'ordonnance n'est plus une loi, c'est d'ordre réglementaire, c'est un règlement. Et d'ailleurs, quand on devrait citer les types de lois dans l'ordre, on va parler déjà comme première loi, la Constitution, ensuite des lois organiques qui régularisent le fonctionnement des institutions de la République. Ensuite, interviendra ou viendra les lois référendaires et enfin les lois ordinaires. D'accord. Voilà. Alors, quand vous parlez de la promulgation de la loi, vous aviez dit tantôt que nul n'est censé ignorer la loi, mais nous savons aussi que dans notre pays, on est à majorité analphabète. Comment faire pour que toutes les couches sociales de notre pays puissent avoir accès à cette connaissance de la loi, à cette compréhension des lois qui sont votées? C'est vrai que le principe est consacré, nul n'est censé ignorer la loi dès lors que la loi est publiée au journal officiel. Nous sommes un pays essentiellement analphabète, mais ce qui est important, c'est que ce principe n'a jamais eu une clarté beaucoup plus saine, parce que le juge, une fois que la loi est publiée et qu'il devrait juger un individu, il doit tenir compte de cette loi. Voilà que cet individu ignore encore la loi, et c'est ce pourquoi il revient à l'État de procéder à une vulgarisation de la loi, des tests. Je donne l'exemple du code foncier domanial. J'ai plusieurs fois suivi les autorités, les autorités de ce cadre-là, c'est-à-dire le directeur de l'Agence nationale du domaine du foncier, et certaines personnalités liées au foncier qui quand même font cet exercice d'aller rencontrer les maires, les élus locaux pour leur parler des diverses réformes. Voilà, c'est ça. Parce que c'est une loi
qui s'attache directement à la population au plus bas niveau. Quelqu'un qui veut acheter une terre, par exemple, et qui ne sait pas comment se comporter. Il y a eu trop de réformes. Le chef d'arrondissement ne signera plus une convention, le chef du village ou le chef quartier ne signera plus rien. Ce n'est que le maire qui va signer. Et ça, on l'appelle affirmation. Le maire affirme la convention de vente. Cela permet de réduire effectivement les litiges fonciers et ça responsabilise davantage le maire. D'accord. Alors, on parle toujours des lois. Hein. Nous entendons, au-delà de la loi, nous entendons parler des actes réglementaires et des règlements. Que pourrait-on y comprendre? Quelle définition pourrait-on donner aux actes réglementaires ou les règlements? Un acte réglementaire est déjà un règlement. C'est la même chose. Les actes réglementaires sont l'initiative des autorités de l'exécutif. Donc, ce n'est que le pouvoir en place. Donc, ce n'est que l'exécutif et les autorités administratives qui peuvent édicter un règlement. À titre d'exemple, je peux citer au chapeau, au haut niveau, s'il doit faire une pyramide, comme premier acte réglementaire, il y a l'ordonnance. Après l'ordonnance, on verra les décrets, les arrêtés ministériels, interministériels, les arrêtés préfectoraux, les arrêtés municipaux. Et là, ensuite, on verra les circulaires qui constituent les actes beaucoup plus des autorités déconcentrées. Un directeur central peut déjà sortir un circulaire, une note administrative, adressée strictement à ses administrés pour le respect et le bien-être du service public. Voilà. Donc la distinction entre la loi et le règlement réside dans un sens beaucoup plus clair. Alors que la loi émane des députés, le règlement émane des autorités administratives. Voilà. Donc, vous voyez, je l'ai dit tantôt, la loi a un caractère général. Le règlement n'est pas impersonnel. Le règlement n'a pas forcément un caractère général parce que le règlement ou une note circulaire, comme je l'ai dit, ne vaut qu'à l'égard des administrés, du directeur déconcentré qui l'a édicté. Il y a un secteur bien précis, alors que la loi est beaucoup plus de portée générale. D'accord. Voilà. Alors, donnez-nous quelques exemples de règlements pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension. Voilà. Je l'ai dit tantôt, il y a un arrêté. Le ministre, quand le ministre veut quand même éditer une norme aux administrés de son département, le ministre prendra ce qu'on appelle un arrêté. Le chef de l'État prendra ce qu'on appelle un décret. À des moments donnés, il y a ce qu'on appelle les décrets d'application parce que la loi n'a pas pu aller en profondeur. Donc le chef de l'État, pour monnayer cette loi, l'accompagne de décrets d'application. Pour mieux expliquer comment l'appliquer, effectivement. Les maires aussi sortent des arrêtés municipaux, voilà, parce qu'ils sont quand même au niveau communal la première autorité. Et donc les maires sortent ce qu'on appelle l'arrêté municipal. D'accord. Est-ce qu'il y a un exemple beaucoup plus clair, à part l'exemple qui portera sur l'objet? Voilà. Donc, un exemple d'arrêté municipal, ça peut être un arrêté du maire de Cotonou, par exemple, qui interdit aux citoyens de mettre dans la circulation les malades mentaux. Moi, j'ai connu cet arrêté une fois, un arrêté municipal, c'était au temps du maire Nicéphore Soglo, où systématiquement, il est dit dans l'arrêté que à tout moment, à tout endroit où on trouve un malade mental, il faudrait que ce malade mental soit directement amené dans un centre psychiatrique. Voilà, ça c'est un arrêté par exemple qui ne vaut qu'à l'égard des citoyens de Cotonou. Merci, voilà, c'est ça. D'accord, merci beaucoup à vous. Alors, en résumé, hein, on sait que la loi, dès qu'elle est votée, dès qu'elle est promulguée, vous avez dit que dès qu'elle a suivi toutes les étapes, alors là, on peut dire que nul n'est censé ignorer la loi. D'accord. Est-ce que les citoyens eux-mêmes devraient faire un petit effort pour prendre connaissance au quotidien ou bien presque au quotidien des lois qui sont votées pour ne pas tomber dans l'erreur? Effectivement, et c'est même une obligation. Je peux déduire que c'est notre système éducatif qui n'est pas encore trop fort parce que partout où on enseigne, il faut forcément mettre la discipline du droit à côté. Dans n'importe quel secteur universitaire, si c'est
les médecins, ils doivent avoir forcément le droit de la santé à côté. On doit leur enseigner tout ce qui est test relatif à l'application de leur métier. C'est vrai, ils ont leurs règles déontologiques, mais après les règles, il y a spécifiquement les lois ou les arrêtés ou les décrets, bref, les règlements qui quand même régissent mieux leur corporation. Et donc, si cela n'a pas encore été fait, c'est parce que on est essentiellement un pays pauvre. Il n'y a pas qu'en faculté de droit qu'on doit apprendre le droit. Celui qui est en faculté de sciences techniques doit s'approprier les normes juridiques liées à son domaine. Donc je crois que chaque concitoyen doit faire l'effort d'acheter quelques bouquins, quelques codes, et d'essayer de lire et d'aller voir peut-être les juristes pour mieux comprendre. Expliquer. Voilà. Et ceux qui sont analphabètes? On en viendra. Peut-être qu'on a connu le ministère de l'alphabétisation qui essaie de traduire dans nos langues, et qui est un socle de développement. Le travail se fait. Je crois que la politique de gouvernance actuelle prend en compte tout ça. Et on ne peut que remercier le chef de l'État parce qu'on sent dans les lois, on sent dans les règlements une application beaucoup plus de qualité qu'avant. D'accord, et ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup à vous, Monsieur Lionel Rodrigue Glito. Vous êtes juriste. Merci pour la disponibilité. Merci, je salue les téléspectateurs. Ils vous répondent merci à vous tous de nous avoir suivis.